Bonsoir à tous et merci d'être à ce grand rendez-vous, le grand rendez-vous de ce soir. 4 invités sont donc prévus pour animer les plateaux avec bien évidemment les chroniqueurs. Nous aurons 2 hommes de santé, un de la médecine moderne et l'autre de la médecine traditionnelle. Il y aura un coach, défenseur des droits des enfants et une consultante en orientation scolaire. Bienvenue sur le grand rendez-vous avec la météo. Le grand rendez-vous pour le compte de ce soir participe à la lutte pour le bien-être des enfants. L'ANASEB mène depuis plus d'un mois une campagne ponctuée, bien sûr, de plaidoyer de ces enfants eux-mêmes. Alors, un bilan de ces plaidoyers se fera tout à l'heure sur ce grand rendez-vous. Et là, les TIC sont au service de la santé et précisément de la médecine moderne. D'autres trouvent en réalité que c'est une union qui renforce le plateau technique des pays qui ont donc compris cela. On parlera également médecine, mais cette fois-ci médecine traditionnelle et en même temps parler des activités pour l'organisation d'une journée qui célèbre bien évidemment la médecine traditionnelle au Bénin. Tout ça sur la rubrique Nature et bien-être qui vous sera doublement présenté pour le compte de cette édition du Grand Rendez-vous. On parlera du bien-être des enfants, bien sûr, une campagne de plaidoyer menée bien sûr par l'ANASEB. On parlera d'orientation scolaire. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour l'apprenant, Alors, qu'est-ce que l'apprenant tire bien évidemment de l'orientation scolaire? On aura le temps, bien sûr, de vous les présenter sur la rubrique Autant savoir. Avec Estelle Pazou, à 19h45, vous allez suivre l'actualité au Bénin et dans le monde. Le 19h45, c'est dans un instant, mais avant, elle nous présente déjà les titres. Bonsoir, Estelle Pazou. Bonsoir à vous, Assioum. Tout à l'heure, à 19h45, vous allez nous présenter le journal, mais avant, le menu principal. Le manioc africain est depuis hier au centre des réflexions. C'est à l'occasion de la 4e conférence annuelle du manioc. Principal sujet, la transformation du tubercule. Les candidats au baccalauréat se préparent activement au collège d'enseignement général de Segbeya. Ils ont droit à des séances de coaching. Et puis, les eaux usées causent d'énormes dégâts dans la ville de Cotonou. Elles nuisent même à l'écosystème lagunaire. Il importe donc de prendre les dispositions idoines. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Rendez-vous donc tout à l'heure à 19h45 pour le développement de ces titres annoncés. Le grand rendez-vous va continuer cette fois-ci sur ces plateaux, bien évidemment. Voici pour vous en tout premier, Autant savoir.
Autant savoir, ça parle d'orientation scolaire aujourd'hui et aussi des retombées pour l'évolution de la pronom. On va détailler tout ça dans un instant. Et juste derrière cette interview réalisée par Agnès Bello, qui nous recevait bien sûr, Dame Armelle Siagbo. Regardez. Pour s'orienter sur le plan professionnel, il faudrait déjà avoir des bases. C'est que c'est plus complexe de s'orienter professionnellement quand on ne l'a pas fait déjà le plus tôt possible. Parce que ce qu'il faudrait souligner, c'est que l'orientation devrait commencer déjà dès le bas âge, même au primaire. Parce qu'il faudrait que l'enfant se connaisse ses forces, ses faiblesses, ses valeurs. Pour pouvoir mieux s'orienter, qu'est-ce qu'il faut choisir, quel chemin prendre. Et nous savons les domaines, d'ailleurs, les domaines sont vastes. On peut même parler de médecine et il y aura encore d'autres sous-domaines. Donc, s'orienter professionnellement, c'est encore mieux si on se prépare, on s'oriente déjà depuis la base. Si on prend déjà les enfants, les tout petits, rien que des activités avec leurs parents, qu'est-ce que fait papa, que fait maman, ou bien voir les aptitudes, peut-être l'enfant dessine, est-ce que tu sais dans quel métier on peut dessiner, ce genre de choses. Et c'est comme ça. Peut-être au niveau de l'école, il peut y avoir une activité où on organise les enfants, on leur dit, vous allez écouter le papa de tel camarade parler de son métier. Et à travers ça, maintenant, on peut avoir des dessins, leur demander de colorier par rapport au métier que fait la personne sur le dessin. Et c'est ainsi on pose des questions aux enfants. Donc ça éveille en fait l'enfant à tout ce qui fait partie du métier. Et comme ça, quand il grandit, il prend conscience d'un certain nombre de choses. Il prend conscience aussi de ses qualités. Et quand il doit faire un choix, il n'a plus besoin de se casser la tête. Je fais quoi dans tout ça? Voilà, en plateau, on cherchera bien sûr à savoir la différence entre un enfant qui n'est pas orienté et celui qui est orienté. Que tire en fait l'apprenant de cette orientation? Ce sera toujours avec Mme Armelle Siagbo, consultante en éducation. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. Et d'ailleurs, merci déjà pour l'interview que nous avons suivie et réalisée par Agnès Bello. Alors, en plateau, cherchons d'abord à savoir, mais c'est quoi orienter quand on parle d'orientation scolaire? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité. Orienter, c'est un peu comme quelqu'un qui se retrouve à la croisée des chemins. Ou même avant la croisée des chemins, quelqu'un qui emprunte un chemin. Donc, c'est un peu ça. Et cette personne qui emprunte le chemin, c'est un élève. Et il est bon de guider cet élève et de l'aider à choisir sa série et ensuite sa filière à l'université. Donc, c'est ça, s'orienter. C'est ça, oui. L'orientation scolaire. Oui. L'aider à choisir sa série au collège. Oui. S'il faut faire les lettres ou s'il faut faire les sciences, oui. Voilà. Ou carrément, maintenant à l'université, s'il faut choisir, la filière à choisir, oui, en réalité. En fait c'est ça, en fait, orienter. Mais non, quelle est la différence? Quelle différence faites-vous entre un enfant qui a été orienté et celui qui ne l'est pas? Merci. Il y a une grande différence. Saviez-vous que j'ai une amie et quand nous fréquentions ensemble, elle a échoué 2 fois au bac. Et heureusement pour elle, une de ses connaissances-là lui a conseillé en fait de changer de série. Et là, tout a changé. Elle a réussi avec la mention assez bien. Donc, vous pouvez déjà, à travers cet exemple, voir la différence entre quelqu'un qui est orienté et qui ne l'est pas. Ça veut dire que quelqu'un peut surgir de quelque part, de n'importe où, pour dire, ben écoute, cette filière que tu as choisie là, c'est pour ça que tu échoues, donc change carrément. Ou c'est une question de spécialiste? Oui, c'est une question de spécialiste pour être plus sûr, en fait.
Parce que même quelqu'un qui n'est pas formé pourrait quand même vous aider, vous guider. Mais c'est mieux quand c'est un spécialiste. J'avoue que si moi-même je n'étais pas formée je ne m'amuserais pas à m'amuser aussi avec la vie de quelqu'un. Donc, avec mon exemple, on devine déjà la différence. Un élève qui n'est pas orienté, il s'en va à l'école et ne sait pas la finalité. Je crois que nous-mêmes, avec notre expérience, on peut reconnaître que quand on allait à l'école, on ne savait pas trop bien. C'est vrai qu'on savait que plus tard, on allait travailler. Mais ça demeurait comme une réalité éloignée qui n'était pas vraiment nôtre. Et pour beaucoup, c'est pendant l'année du bac qu'on se réveille, on se dit, bien, c'est là, à la porte, on fait quoi après le bac? Donc, mais quelqu'un qui est orienté, sait ce qu'il veut faire, sa formation prend tout son sens. Il sait que voilà, je vais à l'école, je me découvre, je m'informe sur les différentes options et là, je me connais aussi, je connais ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et c'est là que facilement, l'élève à un moment donné pourra faire un choix de série. Et ensuite, dans la suite des choses, dans la droite ligne de ce choix de série, cet élève-là ou cette élève-là pourra faire maintenant son choix de filière. De filière. Donc, alors, vous avez parlé de se découvrir. Oui. En réalité, comment aider l'élève ou l'apprenant à se découvrir en réalité? Donc, c'est l'exemple que je donnais dans le visuel pour les tout petits. C'est à travers les éducateurs surtout et les parents, qui sont d'ailleurs les premiers éducateurs. Et quand ils grandissent, puisqu'ils sont en contact avec tout le monde, ils découvrent les métiers. À la télé, les petites discussions avec les parents, les activités qu'ils font en classe aussi, le coloriage, le dessin, la chanson, tout ça. Maintenant, au fur et à mesure, quand ils découvrent leur passion, c'est bon aussi de laisser les enfants ne pas seulement se focaliser sur les études, parce que beaucoup de parents, ils veulent que les enfants excellent et c'est ce qu'ils font. Mais c'est une bonne idée, c'est une bonne intention, mais ça n'aide pas l'enfant à développer ses aptitudes. Un parent constate que son enfant aime le dessin, il faut l'encourager dans ce sens. Un enfant aime la musique, il faut l'encourager dans ce sens, apprendre à jouer d'un instrument. D'ailleurs, soit dit en passant, quand quelqu'un, quel que soit son âge, commence à apprendre quelque chose de nouveau, son cerveau se développe. Il y a de nouvelles connexions qui se font dans le cerveau. Et donc, ça veut dire que même le cerveau, c'est comme un muscle. Donc, l'enfant ou bien la personne a plus de capacités, je vais dire, intellectuelles. Donc, en découvrant ces capacités, ces talents, l'enfant plus tard saura mieux maintenant, grâce à un spécialiste, pourquoi pas avec un test qui lie la personnalité avec les différents métiers. L'enfant ou l'élève sera mieux guidé, dira oui, voilà les options que j'ai, je me connais, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'ai comme option et je peux maintenant faire un choix précis. Faire un choix précis. Oui. Je me posais bien sûr cette question-là, qu'est-ce que l'apprenant tire de l'orientation scolaire? Mais déjà, avec vos explications, on peut déjà en faire déjà une idée de ce que l'enfant ou l'apprenant peut donc tirer d'une orientation scolaire. Mais déjà, en milieu scolaire, l'orientation va l'amener à faire quoi exactement, sinon avoir quel avantage sur les autres élèves? Sur les autres élèves, déjà le fait qu'il ait fait un choix de série, si on prend déjà le choix de série, le fait que ce choix-là soit avisé, il a la possibilité, ou il ou elle a la possibilité donc d'avoir de meilleurs résultats. Puisque l'enfant n'est pas là par hasard. Déjà, la conscience de ce que son éducation à l'école entre dans un tout, ça permet déjà à l'enfant d'être plus consciencieux. Ensuite, d'être là où il doit être, ça évite les échecs scolaires. Ça évite les mauvaises notes. Ça évite les échecs au bac, comme dans l'exemple que j'ai cité. Donc voilà déjà des différences par rapport à un élève qui n'est pas orienté. Et il se connaît mieux. Il se connaît par rapport à quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité de se découvrir, qui a juste une idée vague. J'aime la musique parce que je l'entends, j'entends les gens chanter et ça m'émeut. Ce n'est pas la même chose que « Ah, je sais que la musique, c'est ma chose ».
Et comme on le dit d'ailleurs, quand on est passionné par quelque chose, on ne ressent plus ça comme un travail. Et c'est ça toute la différence. Toute la différence. Oui. Entre, c'est ce que l'enfant peut gagner d'une orientation scolaire. Alors, vous avez tout à l'heure que c'est une affaire de spécialistes, Oui. l'orientation scolaire. Oui. Est-ce que, tel que le système éducatif est organisé, se présente au Bénin, est-ce que cela prête vraiment à l'efficacité de l'orientation scolaire? Je veux dire que j'ai constaté au fil des années qu'il y a un effort qui est fait. Ok. Mais j'avoue que, de par mon expérience, je me rends compte qu'il y a beaucoup encore qui reste à faire. Parce que j'avoue que moi-même, quand j'étais ici, j'enseignais dans les collèges et les universités. Et c'est là où je voyais bien que les apprenants avaient besoin de guides, je vais dire. Mais moi, je voyais ça comme un tout, pas juste l'orientation pour la carrière, mais l'aide, quelqu'un qui les aide à naviguer les difficultés qui peuvent vraiment les empêcher de réussir. Mais c'est quand j'ai eu l'opportunité de voyager que, pour suivre cette formation, c'est parce que j'ai été formée à l'étranger que je suis revenue et je fais ce que je fais. C'est là où je me suis rendu compte que d'autres personnes ont réfléchi et c'est tout un système qui est mis en place. Et là, vraiment, il y a un accompagnement qui est fait depuis le bas âge jusqu'à l'université. Et ça permet vraiment d'être sûr de ce qui se fait. Par exemple, quand c'est un système, ne se dira pas conseiller ou consultant qui veut, mais qui est formé. Même ceux qui sont formés après la formation, pendant qu'ils exercent, il y a même les formations continues. Et on sait que c'est des organes qui sont là, qui régulent tout, et toute personne ne peut se lever à tout hasard pour se proclamer conseiller. Donc, il y a une organisation, oui, il y a une entité qui s'occupe de l'orientation scolaire. Oui. Mais tel que ça se fait ici, juste après les examens, après le BPC, le bac, on regroupe les élèves dans des salles de classe, on envoie des gens leur parler des différentes filières qui existent et tout le reste pour dire, quand on va les informer, quand ils auront l'information, c'est qu'eux-mêmes, ils vont opérer leur choix. Est-ce que c'est vraiment efficace, cette façon de faire? Ça ne suffit pas. Parce que... je m'excuse, je n'ai pas le livre en tête, peut-être quand je vais en reparler peut-être plus tard. Oui. Il y avait une étude qui avait été faite dans le pays et ils ont constaté que justement c'est ce genre d'accompagnement qui existe pour le moment. On oriente les élèves en groupe. Mais il a été reconnu dans le document que ça ne suffit pas. L'orientation, il y a une partie qui se fait en groupe, il y a une partie qui se fait individuellement. Et quand vous voyez tout ce que j'ai expliqué, c'est tout un chemin. Ce n'est pas en troisième, quand déjà l'enfant est tétanisé parce qu'il ne sait même pas ce qu'il va faire, qu'on peut espérer que l'orientation soit bien faite. C'est depuis la maternelle que ça doit se faire? Oui, c'est pour ça que j'ai dit, c'est toutes ces petites activités qui n'ont l'air de rien, où l'enfant se découvre les métiers. Comment je vais dire, c'est ce qui existe et se compare par rapport à ce qui existe. Moi, j'aime, par exemple, si c'est le métier de quelqu'un de la famille, la médecine, le sang, ce genre de choses, ces questionnements qui permettent à l'enfant tout au long je vais dire, au fur et à mesure qu'il grandit, il se connaît mieux. Et c'est tout ça qui fait que quand l'orientation va se faire arriver en 4e ou en 3e, il doit faire un choix de série. Il sait tout de suite. Ça, c'est là où moi je veux aller parce que voici mes atouts, voici ce que j'aime faire. Okay. Parce que supposons même qu'il y a un élève qui est bon partout. Mais alors on va lui dire qu'il peut tout faire? Non. C'est pour ça que j'ai parlé de passion. Dans tout cet ensemble, c'est-à-dire parmi tous ces métiers qu'il peut faire, il y a forcément un qui va supplanter les autres. Qui va supplanter. Alors, vous arrivez quand même à coacher les enfants, à les orienter. Comment vous faites en réalité pour mettre cette connaissance-là au service de l'école béninoise? Oui, c'est en cela justement que la formation est importante
Parce qu'à travers de petites, je vais dire, les mots me viennent plus facilement en anglais, skills, c'est des petits outils. Très bien, donc c'est des petites techniques. Et on amène dans la conversation, c'est une session une séance en fait, en privé, comment on va dire, one-on-one, personne à personne. Oui. Donc en fait, c'est une séance individuelle où on reçoit l'élève et dans la discussion, on sait les questions qu'il faut poser. Okay. Et on amène avec ces questions-là l'enfant à commencer, en tout cas, à avoir les idées petit à petit. Et en plus de ça, on s'appuie sur des tests. Il y a des tests pour que l'élève connaisse ses valeurs. Il y a des tests pour que l'élève découvre sa personnalité, les métiers qui correspondent à cette personnalité-là et même les niveaux d'études qui cadrent avec les métiers choisis. Voilà. Beaucoup de choses, en tout cas, quand on parle d'orientation scolaire, 15 minutes ne nous suffiront pas vraiment pour en parler de long en large. Ce serait bien, en tout cas, que et les autorités, et les responsables d'établissement, et les parents d'élèves se mettent, en tout cas, en contact avec vous pour avoir donc le maximum d'informations, savoir en réalité comment orienter l'enfant. Parlant d'enfants, nous allons revenir sur un autre plateau, mais... Et je vous remercie déjà d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Madame Siabo, je rappelle que vous êtes consultante en éducation, c'est ça? Conseillère. Conseillère, voilà. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Le grand rendez-vous va continuer. Cette fois-ci, nous allons continuer à parler, bien sûr, des enfants. Cette fois-ci, c'est des plaidoyers. C'est une campagne de plaidoyer des enfants sur toute l'étendue du territoire national. Nous aurons le temps de vous les présenter. C'est l'espère sur le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous aujourd'hui participe à la lutte pour le bien-être des enfants. L'ANASEB mène depuis plus d'un mois, je dis, une campagne ponctuée de plaidoyer des enfants eux-mêmes. Et un bilan a fait dessus, bien sûr, de cette campagne de plaidoyer sur ce grand rendez-vous avec Clément Agossa, qui est coach. Il est chargé d'appui à la formation et le mentoring des enfants au niveau de l'ANASEB. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau avec une grande dame. Oui, elle est une grande dame. Vous voyez, non? Ça, c'est super. Elle s'appelle Astrid Da Silva. Elle est ado reporter. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Merci à vous. Ben, là, vous comprenez que nous sommes sur ce plateau avec les enfants, puisque les plaidoyers se font par ces enfants eux-mêmes. Dites-nous, comment est venue cette idée de lancer une campagne pour faire parler les enfants, qu'ils parlent eux-mêmes de leurs problèmes, de leur situation, de ce qu'ils vivent en réalité? Merci beaucoup. En effet, c'est parti de la vision de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin. Okay. Notre vision, c'est que dans toutes les communes, qu'il y ait les conseils d'enfants avec la capacité de se faire entendre, de se faire parler et de participer à l'animation de la vie locale au niveau de leur communauté. De leur communauté. Et puis, nous qui sommes coachs, nous les accompagnons dans la formation à la citoyenneté et le plaidoyer. Donc, à la suite de la naissance de cette association, à l'issue du Forum national des mères enfants, du 27 février au 2 mars 2018 passé, les enfants même, selon les conclusions, d'après les conclusions, ont souhaité que, arrivés dans leur commune chacune, ils vont faire un plaidoyer sur les problèmes qu'ils vivent dans leur communauté. C'est de là que, avec l'appui de nos partenaires privilégiés, en l'occurrence l'ambassade des États-Unis près le Bénin et l'UNICEF, nous avons lancé cette campagne le 10 mai dernier et qui prend fin aujourd'hui, 12 juin 2018. 2018. Et alors, parlant de bilan, combien de plaidoyers, combien d'enfants vous avez pu donc impliquer dans ce projet? Ben, nous aussi, au départ, quand on lançait, on ne savait pas qu'il y aurait tellement de motivation, d'intéressement comme ça.
à notre surprise, à notre compteur aujourd'hui, nous sommes à 400 lettres envoyées par les enfants venus des 77 communes. Oui, 400 lettres, hein, 400 lettres, oui. Via, les lettres ont été envoyées via SMS, via WhatsApp, via notre site internet www.anacbenin.com, via notre page Facebook, et via aussi Messenger. Il y a aussi des appels. Des appels. Ouais, exactement. Donc, si je comprends bien, vous avez formé des enfants d'abord. Ben oui. Et vous les avez formés, vous les avez coachés. Oui. Comment rédiger un plaidoyer. Oui. Comment identifier des problèmes dans leur localité. Absolument. En réalité. Ouais. Et maintenant, quand ils sont repartis chez eux, maintenant ils font donc ces plaidoyers-là. Et vous les envoient. Exactement. Et vous les transmettez où? Comment? Nous avons une base de données et il y a un numéro central qui centralise, un serveur qui centralise tous ces messages par jour. Et au sein, il y a un jury composé de 5 membres, dont 3 coachs et 2 enfants-mères. Et tous les soirs, les membres du jury se réunissent et étudient lettre par lettre et voient la pertinence de chaque lettre pour pouvoir publier la lettre retenue pour le lendemain. Pour le lendemain. Pour le lendemain. Et nous remercions en même temps les presses écrites et en ligne qui nous ont accompagnés tout au long de cette campagne. Voilà. Oui. Et qui chaque jour... On a vu des plaidoyers tels que baisser le volume de votre musique. Musique, oui. Voilà, sur la pollution sonore, on va en venir. Il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles, quand nous, adultes, nous sommes dans notre peau d'adulte, on ne sait pas que les enfants vivent des situations qu'on imaginait. Exactement. Alors, avec nous sur ce plateau, Astrid, elle va nous dire en réalité quel était, son plaidoyer, ou quel était donc ses plaidoyers, à l'endroit de qui en réalité, et comment elle a pu donc identifier cette situation-là, ce problème-là dont elle a parlé. Allez-y. Merci de me donner la parole. Oui. Chez moi, c'est plus la maltraitance des enfants. Ah, d'accord. Ce qu'on appelle communément les vidomingos. Dans mon quartier, il y a des enfants qu'on maltraite, que le parent tape, tout ça. Donc, moi, ça m'a fait du mal de voir ces enfants maltraités. Donc, j'ai écrit ma lettre de plaidoyer sur la maltraitance des enfants. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta lettre déjà? Si elle n'est pas trop longue, hein, j'espère. Elle n'est pas là. Tout de suite, d'accord, ok. Mais le contenu, ça disait quoi? Juste un petit résumé. D'abord, j'ai évoqué le problème, qui est la maltraitance. Comment ça se déroulait, les solutions et les sensibilisations qu'il faut faire auprès de ces personnes pour ne plus maltraiter les enfants. Les enfants. Oui. Okay. C'était un peu le contenu de ta lettre. Super. Alors, comment tu as pu identifier cela? Est-ce que c'est parce que tu as l'habitude d'aller voir tes camarades, d'aller dans les maisons du quartier, de te promener? Comment tu as pu quand même identifier ce problème-là? Bon, dans ma maison, peut-être, je peux dire qu'il y a un cas de maltraitance, mais ce n'est pas vraiment un cas de maltraitance. Il y a aussi dans mon quartier, beaucoup d'enfants sont maltraités, on les tape, ça. Donc, moi, ça me choque un peu de voir des enfants comme moi, qu'on tape, et parfois on leur donne des punitions qui les dépassent eux-mêmes. Qui les dépassent. Oui. Alors, ton plaidoyer, c'est à l'endroit de quelle institution, de qui en réalité, qui tu penses qui peut en réalité régler ce problème-là, par exemple? Par exemple, l'UNICEF, parce qu'il est basé, il travaille dans le domaine des enfants. Des enfants. Il y a le plan Bénin, je crois, qui travaille aussi dans les droits des enfants, tout ça. Donc. Voilà. Donc, c'est les institutions que tu as pu quand même identifier dans ta lettre, que l'UNICEF fasse quelque chose, le plan Bénin également. Oui. Pourquoi pas le ministère de la Famille? Oui. C'est possible aussi. Oui. Alors, est-ce que vous les avez aidés à choisir les cibles auxquelles donc ces plaidoyers-là sont destinés? Oui, exactement. Puisque à la formation,
il y a toute une étape de plaidoyer. Donc déjà que la problématique est cernée, on voit qui sont ceux qui sont capables de résoudre cette problématique. C'est de là qu'ils identifient les acteurs cibles vers qui porte le plaidoyer. Et eux aussi, la plupart des lettres que nous avons reçues, c'est d'abord, ils ont fait référence tout d'abord aux structures déconcentrées de protection de l'enfant qui sont dans leur zone. Tout d'abord. Par exemple, les centres de promotion sociale, les mairies surtout, il y a beaucoup de plaidoyers qui sont allés à l'endroit des mairies, des communes, puisqu'ils vivent dans la commune et ils sentent ce que vivent les enfants de leur commune. Voilà. Et on espère bien que ces autorités ou ces organisations ou institutions vont répondre en tout cas à ces plaidoyers. Pourquoi pas essayer de trouver les moyens pour pallier ces problèmes-là. Exactement. C'est surtout ça, c'est pourquoi nous avons, dans la suite de cette campagne, nous avons prévu éditer un livre de plaidoyer des enfants, JEA 2018, oui, et qui va servir de boussole pour les structures de protection de l'enfant. Les chercheurs également pourront exactement. Surtout les sociologues. Ils en auront vraiment besoin. Exactement. Là, c'est super bien. Ça va aider également à régler beaucoup de problèmes dans le pays. Alors, en tant qu'ado reporter, qu'est-ce que tu fais en réalité? Parle-nous un peu de tes activités, du point de vue scolaire aussi. Oui. En tant qu'ado reporter dans la NACEB, je fais souvent les rapports des activités qu'on mène en groupe. Par exemple, le forum passé, on m'a nommé comme rapporteur avec un groupe et on a fait le rapport des journées précédentes pour le lendemain. Sur le droit des enfants, on a fait une formation avec l'Association des blogueurs du Bénin. On a travaillé sur l'éthique. Comment parler des droits de l'enfant sur les réseaux sociaux, comment améliorer sa qualité sur les réseaux sociaux. Tout dernièrement, on a eu une formation, je ne vais pas dire une formation, mais une rencontre à Plan Bénin pour parler du renforcement de la société civile. Donc, il m'a été permis de faire des rapports de ces différentes activités au coach pour qu'il puisse les publier. Donc, les activités qui se passent, tu t'occupes bien sûr de faire le rapport de ces activités-là et de les transmettre bien sûr au coach, Clément Agossa, par exemple, qui vous coach bien évidemment. Alors, à quel âge déjà tu fais tout ça? Tu sais faire tout ça? Bon, j'ai 16 ans présentement. 16 ans? Oui. Ah oui, je vois. Déjà le bac? Non, je vais au bac l'année prochaine. L'année prochaine, donc en seconde. Je passe en première. Tu passes en première cette année. Vraiment, vous avez toutes les félicitations de BB24 et beaucoup de courage aussi, parce que ce n'est pas facile de le faire ainsi, et tel que tu le fais, je pense que ça va évoluer. Et comme quoi, l'avenir est assuré, Clément Agossa. Ben oui, parce que, en fait, c'est notre slogan à la NACEB. Je reçois, donc je donne. Nous autres, adultes qui les accompagnent, nous avons reçu, donc il est de notre devoir de leur transmettre ce que nous avons reçu et de façon pérenne. Et de leur apprendre à ce qu'eux aussi, qu'ils aient un esprit de redevabilité envers des générations qui vont venir après eux. Je pense que c'est dans cette logique que nous sommes. C'est un avenir durable que vous construisez à travers ce projet. Monsieur Clément Agossa, bien des choses également à Ulrich Dazobo qui coordonne les activités. Exactement, voilà. Super, en tout cas, comme projet et moi, dès que je l'ai constaté sur les réseaux sociaux, je me suis dit, il y a de quoi mettre davantage de lumière, faire davantage de lumière sur cette activité qui implique les enfants qui travaillent pour eux-mêmes,
pour eux-mêmes en réalité. Faire faire. Exactement. C'est la stratégie de faire faire. Oui, c'est la stratégie de faire faire. Et ça les apprend en même temps à assumer des responsabilités plus tard. Dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Voilà. Est-ce que tout ce qu'on vous apprend, tout ce qu'on t'apprend aujourd'hui, ça te sert vraiment dans ta vie de façon quotidienne? Bon, je peux dire oui. Parce que je me débrouille. Par exemple, je n'arrivais pas à me parler en public, à me tenir à la télévision, parler par exemple à la télévision. Donc, j'arrive à m'exprimer maintenant sur les points de vue me concernant. Même si je dois mettre en tête le droit d'aînesse envers les parents, tout ça, j'arrive à m'exprimer. Ok. Donc tu arrives à mieux discuter avec les parents aujourd'hui. Oui. Alors que penses-tu qu'on peut faire pour davantage t'amener ou amener également tes collègues avec qui tu travailles à davantage participer au bien-être des enfants, surtout? Je vais leur dire de mettre un peu plus de sérieux dans les activités qu'ils mènent. Et aussi sensibiliser les autres enfants qui ne sont pas encore dans la NACEB à chercher à rejoindre cette organisation. Voilà. Parce qu'on nous apprend beaucoup de trucs vraiment qui peuvent nous aider dans la vie. Dans la vie. Merci beaucoup à vous, Astrid Da Silva. Alors, Clément Agossa, la suite de ce projet, vous l'avez dit, est-ce que vous pensez déjà à ce qu'on arrive quand même à satisfaire ces plaidoyers-là? Absolument. Nous sommes certains, c'est pourquoi, c'est ça qui confirme notre leadership surtout. Nous avons dit, je vous avais déjà dit tout tantôt que nous allons, à compter d'aujourd'hui, éditer le livre de plaidoyer des enfants et qui sera remis officiellement aux autorités le 16 juin prochain au cours de la célébration officielle de la journée de l'enfant africain. Et suite à laquelle il aura un levée de fonds pour, à court terme, solutionner les problèmes selon le cas. Et maintenant, il nous revient à la NACEB de mobiliser tous les acteurs de protection autour des problématiques qui nécessitent beaucoup d'acteurs à moyen et à long terme. Exactement. Merci à vous, Clément Agossa. Je rappelle que vous êtes coach chargé d'appui à la formation et le mentoring des enfants au niveau, bien sûr, de la NACEB. Merci également à Astrid Da Silva, la grande dame, ado report. Oui, c'est comme ça. J'aime bien vous appeler comme ça. C'est un plaisir, en tout cas. Bien des choses à tous les autres enfants, à tous ceux qui travaillent avec vous, tous vos collègues, et tenez bon, l'avenir est assuré, tout simplement. On compte vraiment beaucoup sur vous. Merci. Oui. Vous avez quelque chose à dire encore? Non, ça peut aller. Merci beaucoup d'être venu en tout cas sur ce plateau. Alors, la suite du grand rendez-vous, ce sera dans notre salon, si vous voulez, dans notre centre de santé, sur le grand rendez-vous. Aujourd'hui, on parlera médecine moderne, on parlera également médecine traditionnelle. C'est nature et bien-être. Alors, sur nature et bien-être, aujourd'hui, nous parlons du numérique et de la médecine. Oui, le numérique au service de la médecine moderne. Il paraît que c'est un atout, c'est une union qui renforce le plateau technique. En suivant d'abord ce reportage qui parle bien sûr de télémédecine, on reviendra bien sûr sur ce plateau avec un médecin de santé publique pour donc parler de cette union-là. Regardez. Des services et applications émergent et tendent à devenir indispensables dans le domaine de la santé. La télémédecine est l'une de ces pratiques médicales dont le but est d'améliorer l'accessibilité aux soins grâce aux technologies de l'information et de la communication. La télémédecine, c'est, disons, une forme de médecine qui consiste à utiliser les moyens de communication tels que le VSAT, tels que la fibre optique ou encore l'ADSL
pour pouvoir pratiquer de la médecine à distance. On dira que la télémédecine, c'est la pratique de la médecine à l'aide des outils de communication. L'avènement de la télémédecine au Bénin va permettre de réduire le déficit créé par l'insuffisance des professionnels de santé, surtout les spécialistes dans le secteur public. Au CNHU, il y a un seul spécialiste, je vous l'ai dit, en hématologie, un spécialiste de rang magistral en hémato. Alors, lorsque ce spécialiste est en difficulté devant un diagnostic qu'il va poser, que fait-il? Il ne peut pas échanger au niveau national puisqu'il est, disons, le seul dans sa spécialité. Le fait de pouvoir échanger avec d'autres experts à distance, à l'aide de ces outils de communication, est, à notre avis, une valeur ajoutée d'une importance capitale. La télémédecine peut permettre, disons, un désenclavement intellectuel et permettre que des soins soient accessibles à certains malades dans leur localité, même si les spécialistes ne sont pas disponibles dans ces localités. La pratique de la télémédecine au Bénin pourrait également soulager le budget national du coût élevé des évacuations sanitaires à l'extérieur du pays. Pour exemple, la télémédecine appliquée aux patients va permettre de réaliser 2,6 milliards d'euros d'économies par an d'ici l'horizon 2020 en France, selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur la base du temps gagné, du nombre de vies sauvées, et ainsi de suite, sans parler d'argent, vous pouvez imaginer ce que ça apporte. L'utilisation des technologies électroniques, informatiques et de communication dans les domaines de la santé au Bénin ne présenterait que des avantages. Plus de confort pour les patients, plus d'informations disponibles pour les médecins et d'énormes retombées sur le plan économique. Télémédecine, c'est un exemple du numérique au service de la médecine moderne. Découvrons d'autres paramètres de cette union numérique et santé avec Lucien Tokor, qui est médecin de santé publique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'accepter notre invitation. Bonsoir, Heureuse Danolé. Bonsoir, Sumgaba. Oui, dans le rose, comme Estelle Pazou ce soir. Eh oui, Estelle Pazou. Dans un instant. Tout à fait, qu'on va retrouver dans un instant. Mais c'est juste une pure coïncidence. Ben là, oui. Je me suis dit que vous êtes... J'ai joué sur 2 couleurs, elle a joué sur une seule couleur. Et c'est de quoi je parle. D'accord, nous parlons aujourd'hui de numérique, le numérique au service de la santé. Tout à fait. Il paraît que c'est un renfort pour le plateau technique. Tout à fait, c'est un renfort pour le plateau technique. Nous avons le directeur de cabinet du ministère de la Santé ici pour nous parler de ce renfort-là. Quel apport le numérique aujourd'hui apporte à la santé. Sur le grand rendez-vous, il est 19h45. Estelle Pazou nous attend dans la rédaction de BB24 pour le journal.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Des experts sont réunis depuis hier à Cotonou. Ils réfléchissent à comment valoriser le manioc en Afrique. C'est à travers la 4e conférence internationale sur le manioc. Dernière ligne droite pour les candidats à l'examen du baccalauréat au Collège d'enseignement général de Segbeya. Ils se conditionnent à travers des séances de coaching organisées par l'amicale des anciens élèves. On le savait déjà, la mauvaise gestion des eaux usées crée des dégâts sanitaires dans la ville de Cotonou. De plus en plus, la pratique cause également des dommages sur l'écosystème lagunaire. Christelle Tongodo nous en dira davantage dans ce journal. Après la Belgique, l'Ouganda et la Chine, c'est au tour du Bénin d'abriter la 4e édition triannuelle de la conférence internationale sur le manioc. Depuis hier, des experts en agriculture, agronomes et chercheurs du monde entier se sont réunis à Cotonou autour du thème « Transformation du manioc en Afrique », occasion de mettre en exergue les technologies sur cet aliment qui nourrit environ chaque jour 350 millions de personnes. Compte rendu Rodrigue Babaguito. C'est l'aliment le moins cher que peuvent se procurer les populations riches et pauvres pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Le manioc, cultivé par 106 pays à travers le monde, avec 56% de la production mondiale en Afrique, reste une culture importante pour le continent. Le manioc, c'est la 4e plante la plus importante dans le monde et avant longtemps, ce sera peut-être la 3e plante la plus importante dans le monde. La production du manioc dans le monde augmente régulièrement et en fait pour les 25 dernières années, elle augmente plus vite que n'importe quelle production végétale et agricole dans le monde. Elle augmente simplement parce qu'il y a 2 moteurs qui la poussent. Le premier, c'est que la population africaine va doubler entre maintenant et 2050. Et cette population a besoin d'être nourrie et le manioc est la nourriture la moins chère qui existe sur le marché. Contre le reste du monde, le continent asiatique, sud-américain, le moteur, c'est l'industrie pour faire des produits à base de manioc. On peut faire environ 200 produits différents à partir du manioc. Donc ces 2 demandes dans le monde augmentent en fonction de la population et donc appellent à produire de plus en plus de manioc. Un appel qui nécessite des échanges d'informations sur les dernières technologies pour une bonne culture du manioc. Et c'est là toute l'importance de cette conférence internationale organisée par le Partenariat mondial pour le manioc GPC. Là, vous êtes aujourd'hui à la plus grande réunion du manioc qui existe dans le monde. Donc on va avoir ici 400 personnes qui viennent d'à peu près une 60aine de pays dans le monde. Et on va parler du manioc depuis le laboratoire jusque dans l'assiette. Comment est-ce qu'on peut la développer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les moyens, enfin les choses qui bloquent le développement de cette chaîne de valorisation? Donc c'est un mélange entre la recherche, l'éducation, le développement et bien sûr les banques. Nous voulons contribuer à développer l'utilisation de cette culture pour que les producteurs, donc nos fermiers africains, puissent générer davantage de revenus à partir de cette culture, mais qu'aussi il y ait beaucoup d'entreprises, des petites et moyennes entreprises, des grandes industries qui utilisent cette culture comme matière première. Cette conférence est placée sous le thème « Transformation du manioc en Afrique » et les participants n'en sont que réjouis. Étant président des chaînes de valeur manioc chez moi, l'organisation des acteurs me paraît être très important parce qu'avec la recherche, il fallait que les producteurs mettent ça en place, il fallait que les transformateurs soient là pour transformer, mais il faut aussi la conservation. Tout cela demande la recherche. Alors c'est très important pour nous pour en avoir ce niveau d'échange au niveau africain avec les autres qui ont certaines expériences. L'organisation de cette conférence à Cotonou cadre avec le programme d'action du gouvernement béninois qui fait du manioc une filière prioritaire à promouvoir pour le développement de plusieurs régions du Bénin. Le Bénin est le 11e pays producteur de manioc en Afrique et le 5e pays consommateur. Encore quelques semaines et les candidats au baccalauréat vont affronter les différentes épreuves. Pour l'heure, ils se préparent activement à Segbeya, au Collège d'enseignement général. L'amicale des anciens élèves a organisé un atelier de sensibilisation et de coaching à l'endroit des élèves. Francis Fatan, Marcel Arossi.
Aujourd'hui, on n'est pas... Les examens sont proches et la tension monte sensiblement chez les personnes concernées. Ils sont à l'affût de la moindre astuce pour augmenter leurs chances de succès. Cela va des nuits blanches de révision jusqu'aux ateliers de préparation psychologique. Nous surprenons ici, au Collège d'enseignement général de Segbeya à Cotonou, les candidats au baccalauréat en pleine séance de coaching. Si je demande si vous avez jamais eu un enseignant, vous me direz peut-être oui, puisque vous avez certainement fait une éducation. Et si je vous demande si parmi vos enseignants, il y a eu un qui vous a marqué, vous me direz certainement oui. Si je demande s'il y a un qui vous a marqué positivement, vous me direz oui. Et enfin, si je demande s'il y a un qui vous a permis d'obtenir quelque chose de positif dans votre vie, vous me direz oui. Et celui-là sera votre coach. C'est celui qui vous a accompagné à un moment de votre vie où vous avez besoin de faire un choix. Pour moi, personnellement, ça fait 30 ans que j'ai fini ma formation ici. Et j'ai toujours cherché une opportunité pour venir dans cette école, voir l'évolution des choses. Bien entendu, on n'a pas toujours de l'argent à offrir, on n'a pas toujours de la logistique à offrir. Mais je me suis dit qu'au moins, il y a peut-être un enseignement que l'on peut offrir, c'est apprendre aux enfants ce qui les attend demain. Et nous sommes venus ici avec cet instrument qui est le coaching pour les édifier, pour la vie qui les attend déjà dès quelques mois à partir d'aujourd'hui. Donc c'est ma motivation personnelle de venir ici. Mathieu, aujourd'hui coach professionnel, est membre de l'amicale des anciens élèves de ce collège. Amicale qui a plusieurs missions. L'amicale a été portée sur les fonds baptismaux pour créer entre nous, d'abord anciens élèves de Segbeya, une solidarité, cultiver l'entraide et maintenant venir en aide aux élèves et à l'administration du CEG, puisque nous estimons que le CEG nous a beaucoup donné. À l'issue de l'atelier, voici Noël qui n'a plus peur. Moi, je suis jeune fille. Bon, je dirais que la peur me domine beaucoup et je n'ai pas du tout confiance en moi. Et après 16 heures d'échange, j'ai gagné beaucoup. Et bon, j'ai appris ou j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et je me suis dit, comme on a l'habitude de le dire, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Même s'il ne sert à rien d'avoir recours à la préparation mentale lorsqu'on n'a pas une bonne maîtrise du programme, elle s'avère indispensable pour les candidats ayant bien préparé leur examen, mais qui ont des difficultés à gérer leurs émotions le jour J. À Cotonou, en dehors des ruelles, les caniveaux servent également à recueillir les eaux usées domestiques. Un constat qui soulève l'éternelle question de la mauvaise gestion des eaux usées dans la capitale économique du Bénin. La pratique n'est pas sans incidence sur l'environnement et bien évidemment sur l'écosystème lagunaire. Une équipe de la rédaction de BB24 s'est intéressée au sujet, suivant leur reportage. Chargés de toutes sortes de déchets, les caniveaux sont la destination finale des eaux domestiques usées à Cotonou. Ils renferment des flots d'ordures qui nuisent à l'écosystème lagunaire. Il y a quartier Kadjangputa vers le sud, vers le nord c'est Weiho, l'est c'est Vodjekuta. Alors, tous les eaux usées viennent de ces trois quartiers-là et convergent vers le centre. Et ça nous perturbe beaucoup et nous avions fait une délégation pour aller voir les responsables municipaux et ils sont venus et ils ont drainé l'eau, ils ont fait un caniveau qui a traversé le centre vers l'aéroport. La plupart des ménages évacuent les eaux dans la nature en raison de l'absence d'un réseau collectif d'assainissement. J'ai des puisards chez moi, donc quand je lave mes choses, ça va directement dans le puisard. J'ai un évier pour laver les affaires et quand je lave, ça va directement dans le tuyau d'évacuation. Le forage qu'on a fait, qu'on utilise souvent et le patron achète des produits, on introduit dans l'appareil, au fond de l'appareil, dans le trou qui nous purifie de l'eau qu'on utilise. Donc au début, quand on est venu ici, c'était pas comme ça en fait. C'est le patron, c'était un parfum complètement, c'était le patron qui a tout aménagé, tout ce caniveau que vous voyez, c'est lui qui a fait ça. Et du coup, quand on lave, l'eau va directement au parfum. Et pourtant, la loi cadre sur l'environnement se veut claire. Elle interdit l'évacuation des eaux usées vers les lagunes et les canaux relevant du domaine public. Là-dessus,
Les populations méritent d'être sensibilisées. Il y a l'incivisme de la population. Les gens déversent des ordures dans les caniveaux pour boucher les artères de l'eau. Et l'eau ne circule plus. Dès que l'eau est devenue stagnante, là, nous connaissons d'inondations. L'eau, source de vie, pourrait être source de maladie lorsqu'elle est mal gérée. Malgré les efforts consentis par la municipalité de Cotonou, la mauvaise gestion des eaux usées reste et demeure une équation à plusieurs inconnus. Au Maroc, une banque spécialisée dans le financement des investissements agricoles a injecté près de 2,3 millions de dollars, soit 1,265 milliard de francs CFA, pour renforcer les fonds propres de BioBif, une firme opérant dans le secteur agroalimentaire. L'entreprise faisait face à la forte concurrence des autres acteurs du secteur qui proposaient des prix plus compétitifs. Selon les médias marocains, l'investissement intègre une conversion en actions de certaines dettes de la société de production de viande animale. Depuis un bon moment, des soulèvements se succèdent en Jordanie. Ils font suite à un projet de loi initié par l'ancien Premier ministre. Des manifestations qui ont fini par payer. La suspension de la dite loi est désormais envisagée par le nouveau Premier ministre. Reportage. Depuis une semaine, et ceci tous les soirs, plus d'1 millier de manifestants se réunissent à Amman en Jordanie pour demander le retrait du projet controversé de loi fiscale. Celui-ci prévoit une augmentation entre 5 et 25% des impôts pour les particuliers et impose les personnes ayant un salaire annuel supérieur à 8 000 dinars, environ 9 700 €. La démission de Hani Moulki, Premier ministre, et l'appel du roi Abdallah II à une révision complète du projet de loi n'auront pas suffi à dissiper les craintes et griefs de nombreux Jordaniens. Le nouveau Premier ministre Razaz, qui vient d'être nommé en remplacement de son prédécesseur, doit former son gouvernement. Mais avant, il doit également faire face à la pression de la rue. Selon lui, le retrait et les discussions sur une nouvelle monture du projet auront lieu une fois le gouvernement formé. En attendant, la situation semble trouver une issue. Après les discussions avec le Parlement et le Sénat, le nouveau Premier ministre Razaz a déclaré à la presse qu'un accord a été trouvé pour retirer le très controversé projet de loi fiscale sur les revenus. En attendant, la situation semble trouver une issue. Après des discussions avec le Parlement et le Sénat, le nouveau Premier ministre Razaz a déclaré à la presse qu'un accord a été trouvé pour retirer le très controversé projet de loi fiscale sur les revenus. Ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres informations. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. J'espère que demain, vous reviendrez dans votre jolie robe rose, là, c'est ça? Non, non. Demain, ce sera une autre robe. De quelle couleur, déjà? Vous allez je ne sais pas. Je vous réserve la surprise. En tout cas, je vais attirer l'attention des téléspectateurs sur la couleur de votre robe de demain. Je peux leur déjà dire que ce sera une robe, quand même. Non. Allez, mais... Ah oui, merci. Je vous ai quand même arraché. Hein. Demain, vous le sourire. Demain, vous porterez votre robe pour demain. Heureuse d'annoncer. Je ne suis pas en robe à Sungaba. Ah, vous n'êtes pas en robe? Vous avez quoi avec les robes aujourd'hui? C'est un haut aujourd'hui. Ah, je vois. Allez, c'est juste pour signer le retour hein, sur le plateau santé, plateau nature-environnement avec le docteur Lucien Toko, avec qui nous parlons bien sûr de numérique mis au service de la médecine moderne, de la santé, si vous voulez, pour être beaucoup plus précis. Alors, DC, merci d'être la médecine de santé publique. Merci. Dites-nous tout sur le numérique et la santé, ce lien que nous faisons aujourd'hui entre les deux. Le lien que nous allons faire oui. et que nous avons déjà toujours fait oui. depuis cette révolution de la technologie, c'est un lien permanent et qui révolutionne hein, la prise en charge des patients. Je veux dire la prise en charge des problèmes de santé. Vous n'êtes pas sans savoir que le numérique intervient dans tous les domaines de la vie économique actuellement. Et la santé
n'est pas du reste. Vous avez suivi tout à l'heure le professeur Amos Guénou en parler en long et en large. Nous allons donc saisir l'opportunité de la semaine prochaine où nous allons vivre des échanges de haut niveau sur la problématique de l'apport du numérique sur la gestion et la sécurité des soins. Des soins. Oui. Vous vous voyez aujourd'hui confronté à la chose. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a reçu sur ce plateau plusieurs jeunes, plusieurs start-up qui sont dans le domaine de la santé? Est-ce que vous travaillez déjà avec ceux-là? Nous avons commencé depuis un moment et avec l'appui du ministère de l'économie numérique, nous avons commencé à coopérer, à collaborer avec ces jeunes start-up qui nous changent l'environnement. Ils ont une réflexion féconde qui nous permet de régler des problèmes. Tout à l'heure, le professeur Amos Guénou l'a souligné, le problème d'enclavement de notre système sanitaire. Et ça dit que dans les prochains jours, les prochains mois, ces créations de ces jeunes béninois, de ces start-up seront impliquées dans le système sanitaire au Bénin? C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis fondamentalement ici, pour vous dire que nous avons pris très au sérieux, le système sanitaire a pris très au sérieux l'apport du numérique à la manière de gérer, à la manière de prendre en charge les problèmes de santé. Il y a eu plusieurs applications, plusieurs développements que nous avons expérimentés à travers ces jeunes, avec ces jeunes, et c'est le moment de faire éclore ces viviers pour que nous les mettions à la disposition de nos populations. Et pour cela, il y a la semaine prochaine une rencontre internationale, je dirais, avec le ministère de l'économie numérique. En fait, parlant de journée, c'est plutôt une conférence internationale des ministres de la Santé et des TIC en Afrique. Et cette conférence organisée par le Bénin, organisée par le Bénin, qui va se tenir du 18 au 22 juin, donc la semaine prochaine. C'était initialement prévu être tenu à Azalaï Hotel, mais actuellement, compte tenu de la situation, nous avons déplacé cette organisation. Ce serait à Bénin Marina Hotel. Donc cette conférence va réunir 250 participants au moins. Au moins 250 participants. Au moins participants. 250 participants. Et cette conférence, donc, va réunir les ministres du TIC et les ministres de la Santé. Et il y a un thème. Le thème, c'est l'apport du numérique dans la gestion des risques et la sécurité des soins en Afrique. Okay. Ah oui. Gestion des risques, ça me fait penser à Dr Arel Zanou. Ah oui, Dis-moi CEO d'une start-up, oui, Dis-moi Doc. Il secoue. Tellement de choses. Voilà. Vous voyez bien. Il y a également Ariel Laonsou avec sa carte médicale, voilà, universelle. Vous voyez bien que nous avons des viviers. Tout à fait. Il y a de la matière dans notre pays. Il y a de la matière dans notre pays. Et il est question de faire leur promotion, d'identifier à travers cette conférence les stratégies pour que nous puissions enfin utiliser toutes ces sécrétions, ces intelligences, les mettre ensemble au service de nos patients, au service de nos populations. Maintenant, après cette conférence, quelle est la suite à donner? Est-ce que, je crois, du 18 au 22, là, chacun retourne dans son pays et puis, bon, on se retrouve peut-être l'année prochaine pour une autre rencontre? Non. C'est en fait le problème. Et vous vous rappelez certainement, il y a quelques années, 6 ans au moins, nous avions organisé la même conférence, mais en ce moment, nous avons parlé des pays francophones d'Afrique. C'était SIMSAF. On avait organisé ça en 2012 et nous avions prévu que chaque
tous les 2 ans, cette conférence devait être organisée. Mais pour des raisons, les pays qui devaient l'organiser n'ont pas pu prendre la relève du Bénin, parce que la première édition s'était organisée au Bénin en 2012, et une deuxième édition était préparée à être organisée au Gabon. Et ça fait 6 ans, le Bénin ne voudrait pas laisser ce bébé tomber et prend ce bébé en main pour le faire grandir. C'est donc sur cette base-là que nous avons, ensemble avec le ministère de l'économie numérique, décidé d'appeler nos pairs, d'appeler tous les ministres de la Santé de l'Afrique, les ministres de la Santé, les ministres de l'économie numérique de l'Afrique à venir ensemble ici, prendre des décisions sur la base du travail des experts. Donc, c'est une conférence qui va avoir plusieurs panels et il y aura plusieurs participants. Je disais tout à l'heure que nous attendons 250 participants, dont au moins 100 de l'étranger. Et nous avons la chance que le directeur général de l'OMS y serait, la directrice régionale de la région Afrique de l'OMS y serait, et ces personnalités et d'autres encore seront ensemble avec nous pour partager leurs connaissances, pour que ensemble avec les ministres, nous prenions la décision pour que désormais nous puissions utiliser la technologie de l'information et de la communication au service de la santé. Le terme fait allusion à la gestion des risques et la sécurité des soins. Quand on parle de la gestion des risques, vous voyez les risques qu'on peut courir même lorsqu'on donne les soins. Hein? Tout ce qu'on peut courir comme risque. Et pour l'éviter, nous pensons que la technologie de l'information peut intervenir. Hein? Et là, ça permet de réduire les risques. Réduire les risques. Surtout en cas de chirurgie et autres. Tout ce que l'on fait, tous les actes qu'on pose au niveau de la prise en charge des malades, au niveau des soins, dans les hôpitaux, il y a toujours un risque derrière. Et ces risques, il faut les mesurer, il faut les éviter au maximum. Et les technologies à travers la formation. Hein? À travers la formation. Donc ça fait partie des décisions que les autorités, en tout cas les participants, auront à prendre après l'analyse de manière profonde des éléments qu'ils auraient à leur disposition. Donc l'autre fond, je parle de la sécurité des soins. Quand on parle de sécurité des soins, vous avez d'abord le diagnostic. Tout à l'heure, le professeur Amos nous parlait du fait qu'il peut ne pas avoir les compétences à un niveau donné, à cet endroit, en périphérie. Mais la possibilité de communiquer à travers les outils informatiques avec un spécialiste, où qu'il se trouve, est un avantage inexplorable. Oui, tout à fait. Donc, je parlais du diagnostic, de la prise en charge. La prise en charge, il faut les médicaments. Avec ce que nous vivons ces dernières années par rapport à la qualité des médicaments, on a besoin de sécuriser ces médicaments. Et les TIC peuvent nous permettre de le faire, dans la traçabilité. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous aurez donc à impliquer une start-up béninois. Et également, il y aura des ministres de l'économie numérique des autres pays qui vont venir. Est-ce qu'ils vont venir également avec des start-up de leur pays pour travailler ensemble avec les start-up béninois? Nous avons prévu qu'il y ait des stands. Et c'est ouvert. Et tous ceux qui veulent participer à cette rencontre sont libres de prendre ces stands, d'exposer, de parler d'eux. Et nous avons des points focaux au niveau de chaque pays. Les points focaux du TIC, hein, dans le cadre de la gestion de la télémédecine, par exemple, il y a des points focaux. Toutes ces personnes sont invitées. Il y a des experts au plan international qui viendront partager leurs connaissances du sujet. Et cela va nous permettre de prendre des décisions
il y aura la déclaration de Cotonou. Nous sommes en train de prévoir qu'il y aura 8 décisions à prendre. Et ce serait sous le leadership des ministres de la Santé et de l'économie numérique. Ben bon, je dirais même que c'est une rencontre carrément adressée à l'endroit des startups beaucoup plus, et surtout cet entretien que vous donnez aujourd'hui, beaucoup plus à l'endroit de ces startups de notre pays. Ils n'ont qu'à aller prendre des stands et s'installer, surtout ces startups qui sont dans le domaine de la santé. Bien sûr. N'est-ce pas? Le ministère de l'économie numérique les a assez mobilisés. Je crois qu'il continue de les mobiliser pour qu'ils soient des nôtres, qu'ils soient avec nous, parce que c'est eux qui sont la matière. Nous avons besoin d'eux. Je crois que vous me le disiez tantôt dans les coulisses, les 2 ministres vont donner une conférence de presse pour annoncer. Les 2 ministres ont déjà donné une conférence de presse dans la journée. Tout à fait, voilà. Oui, on donnait une conférence de presse dans la journée. Et ils en ont assez parlé. Voilà. Et ils ont donné les objectifs que nous poursuivons en organisant cette conférence au niveau de notre pays. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci pour déjà cette initiative prise par notre pays pour impliquer, je ne dirais pas les startups, mais le numérique dans sa globalité, dans la gestion des risques dans le domaine de la santé. C'est incontournable, heureuse dame. Et oui, on l'a compris. C'est avec une telle conférence, une conférence internationale sur le sujet, le numérique est incontournable dans le domaine de la santé. C'est un outil transversal et je pense que les autorités béninoises ont bien compris cela, et donc c'est une opportunité à saisir. Merci en tout cas pour tout le travail. Merci pour m'avoir accepté aussi sur votre plateau. C'est notre devoir. Mais Assimi Gaba, avant de le laisser partir, juste un mot sur la médecine traditionnelle. C'est aujourd'hui la journée nationale. Nous avons aujourd'hui la journée nationale de la médecine traditionnelle dans notre pays. La médecine traditionnelle est un pan important de la prise en charge de la sécurité des soins dans notre pays. Et c'est une médecine des lustres. Nous ne pouvons rien faire en dehors de cette médecine. Et pour cela, il est mis en place, cette journée a été déclarée pour que nous fassions le point du niveau de l'évolution de notre médecine pour porter cette médecine au niveau auquel on devait avoir cette médecine. Cette médecine-là. Alors, et pour donc parler davantage de cette journée, nous avons invité sur ce plateau M. Basile Kitche-Badjito, qui est le président de l'ANAPRAMAB. Il sera sur le plateau dans un instant pour donc nous parler de cette journée. On va suivre ce reportage de Diane Amoussou qui nous parle de la tisane. Oui, on a l'habitude d'en prendre chaque matin avant de sortir de la maison. Sans ça, maman ne vous donne pas le petit déjeuner, papa non plus. Et donc, c'est comme ça. Suivons ce reportage, on revient en plateau pour parler de la journée nationale de la médecine traditionnelle. L'homme et la plante, une histoire qui dure dans le temps, tant les plantes lui ont révélé leurs vertus médicinales. Leur connaissance se transmet de génération en génération. Dans certaines familles au Bénin, la maîtrise des plantes est avant tout un héritage. C'est un héritage de notre grand-père. Nous sommes nés dedans. Mes parents sont des tradis praticiens qui ont servi pas mal de choses. J'ai alors des aînés qui ont fait la médecine traditionnelle. L'utilisation des plantes dans le traitement des maladies n'est pas chose aisée. Le dosage, la posologie, tout doit être fait avec minutie. Autant de nos grands-parents, ils préparent seulement les tisanes, on donne à boire dans un gobelet ou bien dans un quoi. Mais aujourd'hui, par exemple, un produit à attribuer à un patient, c'est à prendre avec le verre talopémie, qu'on appelle le verre à thé, le cuilleré à café, le cuilleré à soupe. Voyez-vous, ça c'est dans le cadre des dosages, de la posologie, ça. Maintenant, au niveau de laboratoire, là où nous fabriquons nos produits, il y a aussi les ustensiles qui peuvent nous servir à connaître le nombre de grammes, le nombre de kilos que nous pouvons mélanger. Les médicaments et des plants maintenant, ça a des effets secondaires. Ceci n'a pas d'effet secondaire. Tu prends ça, ça te guérit. Même les médicaments des blancs, souvent ça nous crée encore d'autres maladies. Si on essaie, dans son essai,
il y a aussi des maladies qui nous arrivent. Mais ceci, même si il y a des essais de ça, ça ne fait rien. Il y a des tisanes que nous conseillons aux clients de ne pas boire à midi pour ne pas être fatigué à cause du soleil. Il va la prendre plutôt le matin et le soir. Il y a d'autres qu'il va boire matin, midi et soir. C'est l'apprentissage et l'expérience qui guident le vendeur. Vendues en gros ou en détail, ces plantes médicinales ont diverses origines. L'État béninois nous a aidés. On a des différents jardins botaniques. Normalement, ces jardins sont pour nous les praticiens. Bon, si tu te trouves dans un milieu qu'il n'y a pas ces jardins botaniques, bon, toi-même, tu peux cultiver aussi tes plantes. Ou c'est de là que les bonnes dames sont devenues nos livrets des fois. En attendant de répondre aux besoins en matière de cure, les plantes, racines et autres sont stockées dans des conditions pas toujours des meilleures. Merci à vous, Diana Moussou Béanzin, pour ce reportage en plateau. Monsieur Basile Kitché Badjito, il est conseiller et président national de l'ANAPRAMAB. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en fête aujourd'hui, heureuse d'annoncer, c'est ça, la médecine traditionnelle en fête. Eh oui, tout à fait. La médecine une journée pour célébrer la médecine traditionnelle. Moi, je dirais peut-être toute une vie pour célébrer la médecine traditionnelle. Mais le président de l'ANAPRAMAB nous fait l'honneur d'être avec nous ce jour, même ce jour de fête, pour parler de la journée, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va désormais évoluer dans ce domaine-là. On l'a sur ce plateau. Merci d'être là, monsieur Badjito. Merci, madame. Alors, parlez-nous un peu de cette journée. Qu'est-ce qu'il y a eu comme célébration? Vous savez, quand on parle de journée, 17e journée de la médecine traditionnelle, oui, c'est une journée où tous les praticiens viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui se retrouvent. Et on fait le point de tout ce qui concerne la santé par les plantes. Et ensuite, on fait un débat. Et puisque le ministre de la Santé lui-même est venu en personne présider la réunion, il a fait l'ouverture. Et donc, nous avons fait, les gens ont fait visite des stands là. Et il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Pourquoi cela? Plus d'engouement autour de la chose? Pourquoi? Non, c'est pas ça. Vous savez, quand les gens vont amener beaucoup de produits, de parcours, de boycott, tout ça là, et s'ils n'arrivent pas à faire couler ça sur place, surtout que c'est des gens qui n'habitent pas à Cotonou, vous voyez le problème de transport aller-retour. Donc, beaucoup préfèrent venir seulement les bras ballants et puis célébrer la journée. D'accord. Mais lorsqu'on parle de la médecine traditionnelle, ce qu'on connaissait, oui, on connaît toujours, c'est la tisane. On a eu la tisane à travers ce reportage. Est-ce aujourd'hui les plantes, voilà, nos plantes qui servent de médicaments, aujourd'hui ne sont utilisées que comme tisane? Vous savez, le temps a beaucoup évolué. Et les temps ont changé. Et par exemple, puisque je parle au nom de l'ANAPRAMAB, l'Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin, oui. Si l'ANAPRAMAB est né, c'est tout juste pour améliorer ce qu'on appelle phytomédicaments traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup le savent déjà que nous sommes en train de faire renforcer la capacité de mieux faire à tous les praticiens du Bénin. Et nous sommes en train de recenser les vrais praticiens. Parce qu'il y en a de faux aussi. Parce que nous ne pouvons pas nous mentir pour dire qu'il n'y a pas de brebis galeuses. D'accord. Il y en a des brebis galeuses. Et avant d'aller extirper ces brebis galeuses, il faut faire un travail à la base. C'est pour cette raison, quand l'ANAPRAMAB est né,
La première mission, c'est de former le bureau des tradipraticiens dans toutes les communes, 77 communes du Bénin, et ensuite dans les 12 départements de notre pays. Et maintenant, nous avons commencé par faire l'installation officielle que vous voyez à travers la télévision de l'ORTB chaque fois. Donc, actuellement, nous sommes à la phase d'installation officielle de ces bureaux départementaux. Et ces bureaux départementaux vont se charger d'aller installer les bureaux communaux. Et maintenant, il faut former ces tradipraticiens, leur montrer comment préparer le produit, comment conserver, quelle est la dose nécessaire qu'on doit indiquer. Parce qu'il y a des plantes catégorie par catégorie, il y a des plantes qui sont très très toxiques. Quand on parle de catégorie, on peut énumérer quoi déjà? Oui, parce quelques que, exemples. Oui, quelques exemples. Si je veux vous parler, si je parle par exemple de calotropie, Procea, ce qu'on appelle la momala, c'est très toxique. Mais c'est efficace pour certains nombres de maladies. Donc, il suffit de connaître la dose qu'il faut administrer à un patient. Parce que c'est un produit qui traite la toux, l'hypertension artérielle. Mais quand vous prenez une quantité importante, sans espacer, sans respecter la dose, plus tard, cela peut vous entraîner des problèmes d'intoxication. Des problèmes. Mais pas ce qu'on dit de nous. C'est les tradipraticiens qui ont fait qu'il y a beaucoup de dialysés. J'ai dit ça, c'est un faux problème parce que tous ces cadres qui sont en train de dire ça, ils ont été élevés à base des tisanes. En France, il n'y a pas de tisanes. Mais il y a beaucoup de dialysés en France. Alors, comment devient-on tradipraticien au Bénin? Pour devenir tradipraticien, c'est très simple. Il faut d'abord aller, nous qui avons la chance d'aller dans les écoles de phyto, par exemple à Dakar, on appelle ça hôpital de la médecine traditionnelle. Mais quand nous sommes rentrés, il y a d'autres qui se sont fait former chez nous. Mais c'est ainsi que beaucoup de collègues qui ont reçu des formations ont eu des apprentis, comme on le dit vulgairement, qui ont été formés. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. C'est pour ça que le travail que nous sommes en train de faire, dès que nous allons finir, puisque nous sommes en contact avec le ministère de l'Intérieur, parce qu'il faut mettre de l'ordre dans le secteur. Dès que quelqu'un se lève, il se proclame tradipraticien. Oui. Dès que quelqu'un se lève, il se réclame tradipraticien. Et quand vous les interpellez, vous demandez, mais qu'est-ce que c'est quand on parle de tradipraticien? Qu'est-ce qu'un tradipraticien doit faire? Ils ne savent rien. Dites-nous alors là où se trouve même le foie humain, où se trouve l'estomac. Quelle est la fonction du cœur? Quelle est la fonction du foie? Ils n'ont aucune information de tout ça. Ils n'ont aucune information parce que c'est de l'improvisation. Ils font. Mais là, en tant que président de l'association des praticiens de la médecine africaine du Bénin, combien sont-ils aujourd'hui ces tradipraticiens qualifiés? Les tradipraticiens qualifiés sont nombreux. Je ne peux pas vous mentir. Ils sont très nombreux parce que, vous savez, c'est eux qu'on appelle les génies en paille. Parce que dans nos villages, on trouve nos vieux qui ont attaché les pailles au rein, mais ils ont assez de connaissances. Ce n'est pas comme les jeunes qui ont envahi aujourd'hui le secteur. Alors, ces vieux-là ont été formés aussi? Ah non, ces vieux-là, ils ont bénéficié ça de leurs parents. Vous savez que dans l'ancien temps, les gens ont beaucoup de chance, même de discuter avec des esprits, tout ça là. Ils connaissent beaucoup de feuilles. Mais seulement que le problème que ceux-là ont connu, ils ne maîtrisent pas le dosage, ils n'arrivent pas à stabiliser un produit. Je veux parler de conservation. Parce que moi qui vous parle ici, je peux prendre n'importe quelle feuille.
et je vais préparer un médicament à base de ces feuilles et stabiliser, et ça peut faire 2 ans. Oui. Vous avez été formé pour ça. J'ai déjà fait des expériences. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle tisane, n'importe quelle plante, on dit, bon, mettre du sorabi dedans, et puis ça va aider beaucoup plus à conserver pendant tout le temps. Sorabi, la boisson fétiche de la médecine traditionnelle. Et ce que vous dites, c'est vrai, mais moi qui suis ici, moi qui vous parle, alcoolature, ce n'est pas de cette manière qu'on fait de l'alcoolature. On appelle ça l'alcoolature. Oui, les médicaments que vous prenez à la pharmacie, là, hein, c'est plus dosé que Sorabi, là. Vous ne prenez plus ces médicaments à la pharmacie? C'est transféré, c'est transformé autrement. Si moi, je te fais maintenant un produit alcoolature, c'est à base de l'alcool, tu ne sauras pas que c'est de l'alcool. Et je vais te dire quantité, gouttes que vous allez mettre dans un verre d'eau ou dans un demi-verre d'eau. Mais ce que les gens font, et on met les racines, on met beaucoup de sorabi dessus. Mais écoutez, attention, il faut faire très très attention, parce qu'il y a des maladies, si vous souffrez de certaines affections, et qu'on vous dit encore de prendre de l'alcool, par exemple, si vous faites de l'hypertension artérielle, et qu'on vous dit de prendre sorabi, mais c'est encore grave. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, comment utiliser nos plantes pour vraiment bénéficier de toutes ces vertus dont elles regorgent? Vous savez, est-ce que c'est à l'état tisane ou comment? Vous savez, comme je viens de le dire tout à l'heure, si c'est que vous avez la formation de faire même de l'alcoolature, c'est encore plus bénéfique. Préparer encore nos tisanes sur place, c'est encore plus bénéfique. Parce que quand on parle de l'alcoolature, et on fait et on met l'alcool dessus pour conserver pour un certain temps, ça extrait tout ce qui est principe actif, les molécules, tout rentre dedans d'un seul coup. Maintenant, il faut faire un travail maintenant pour d'huilier. Hein, pour pouvoir faire consommer ça à un être humain. Les tisanes que nous préparons sur place, ça a beaucoup d'avantages. Mais quand nous préparons les tisanes, ayons un peu la patience, au lieu de, dès qu'on saute ça du feu, on enlève le couvercle et ça se évapore. Ce n'est pas bien. Donc il faut garder. Il faut garder fermé comme ça. Que ça se repose. Que ça se refroidit lui-même avant d'enlever le couvercle. Parce que quand vous enlevez le couvercle, tout c'est-à-dire une bonne partie des principes actifs et des molécules s'échappent. À travers la vapeur. Oui, à travers l'évaporation. D'accord. On aura le temps de vous avoir sur notre plateau les fois à venir pour parler de la médecine traditionnelle. Très bien, ce serait un plaisir pour moi. Le plaisir à partager en son temps. Merci beaucoup, Assou Ngaba. Voilà. Merci à vous, Rose Danondé. C'est vrai que la télé, c'est vraiment une question de temps. On aurait voulu vous avoir un peu plus longtemps sur le plateau. C'est vrai. Mais parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites là. Et ce serait bien. C'est professionnel. Vraiment, c'est professionnel. Ce serait bien que vous reveniez en tout cas sur ce plateau-là très prochainement. Mes contacts sont là. Vous avez la mission de nous ramener M. Badito. Elle sera accomplie. Elle sera à tout moment. Allez, merci beaucoup à vous, M. Badito. Beaucoup. Allez, la suite du grand rendez-vous, ça va se passer sur la toile. Oui, la toile aujourd'hui, c'est l'actu web tout de suite. Amis du web, bienvenue. 32 quartiers du Bénin jouent le mondial à Cotonou. Chaque représentant de quartier va porter le nom d'un pays en lice au mondial russe. Des représentants qui ont été sélectionnés après une phase préliminaire en raison du nombre inscrit. Cependant, les compétiteurs ont 15 ans minimum. Le lancement de cette initiative est prévu ce jeudi 14 juin à 10h à Agla, non loin de la pharmacie Les Pylones.
Au cœur de cette idée dénommée Planète Foot, qui a reçu l'onction de la mairie de Cotonou, on retrouve le PlayStation, les débats avant la projection des matchs et du loisir. L'initiateur invite donc les Béninois à faire de cet événement le leur en faisant le déplacement massif pour suivre les matchs et soutenir les représentants des différents quartiers, de la phase de groupe jusqu'au match décisif. À l'international, les 629 migrants secourus en Méditerranée par le navire Aquarius et bloqués au large suite à un bras de fer entre l'Italie et Malte vont finalement pouvoir débarquer en Espagne, qui a proposé de les accueillir, a annoncé mardi l'ONG SOS Méditerranée. Le centre de commandement des secours de Rome planifie de transborder les rescapés plus tard sur des navires italiens, après quoi nous mettrons le cap ensemble sur Valence en Espagne, a ajouté l'ONG. Cette décision pourrait mettre un terme au bras de fer engagé ce week-end entre l'Italie et Malte qui refusait de laisser accoster le navire de SOS Méditerranée. L'Aquarius, qui peut normalement porter secours à 500 migrants, croise depuis 3 ans au large de la Libye, débarquant les migrants qu'il a sauvés de la noyade en Italie. Finissons avec ce carnet noir. L'accordéoniste virtuose Yvette Horner, icône populaire française, est morte lundi à l'âge de 95 ans. Elle avait commencé sa carrière en 1947 et a donné son dernier concert en 2011. Elle a enregistré plus de 300 albums. Elle n'était pas malade. Elle est morte des suites d'une vie bien remplie, a commenté Jean-Pierre Brun. Yvette Horner avait vendu plusieurs dizaines de millions de disques, a expliqué son agent. Née le 22 septembre 1922, elle étudie le piano avant d'être mise à l'accordéon par sa mère. La jeune femme se montre particulièrement brillante et fut la première à remporter la Coupe du Monde d'accordéon. Ainsi se referme la revue de l'actualité en ligne. Asiom Gaba, bonsoir. Oui, bonsoir Marcel Arossi, merci au duo Agbangla et Arossi sur Actu Web. Avant de partir, nous allons jeter un deuxième coup de regard sur le tableau météo. Allez, merci d'avoir suivi cette édition du Grand Rendez-vous. Demain, 19h, retrouvez-nous tout simplement sur un autre Grand Rendez-vous. Ciao, ciao.